Je vais donc demander à Monsieur Aurélien Guénin de bien vouloir faire l'appel, s'il en est d'accord. Ça devrait aller. Bonsoir à tous. Monsieur Jean-Philippe Andriès. Présent. Monsieur Guy Deschamps. Présent. Madame Dominique Saint-Oyan. Présent. Monsieur David Malbranc. Madame Catherine Kerlidou. Absente, excusez, donne pouvoir à Monsieur Lomaillet. Monsieur Jacques Lomaillet. Madame Joëlle Leplat. Monsieur Carmelo Furnari. Présent. Monsieur Michel Lejeune. Monsieur Alain Guermont-Pré. Madame André Castro. Madame Annick Brabant. Absente, excusez, pouvoir à Madame Castro. Madame Roselyne Garminck. Monsieur Abdel Mercous. Madame Dominique Van Dendrich. Monsieur Philippe Deloup. Madame Pascale Miano. Madame Christine Boulanger. Monsieur Philippe Stevens. Madame Angélique Watrelot. Présent. Monsieur Aurélien Guénin. Présent. Monsieur André Novak. Absent, pouvoir... absent, excusez, j'y arrive. Pouvoir à Monsieur Rotsar. Monsieur Jérémy Rotsar. Madame Aude Auchard. Madame Mélanie Roberts. Monsieur Daniel Bourgois. Madame Christelle Van der Merch. Monsieur Mathieu Johnston. Absent, excusez, pouvoir à Madame Van der Merch. Et Monsieur Bernard Koster. Merci. Bien. Les décisions prises, les contrats, conventions conclus vous ont été communiqués avec le dossier que vous avez reçu du conseil municipal. Je précise donc que je mets au vote le procès-verbal de la séance de notre dernier conseil municipal du jeudi 24 mars dernier. Avant, y a-t-il des observations, des remarques? Pas d'observations, pas de remarques. Je mets au vote donc qui est contre ce compte-rendu, le procès-verbal, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, juste avant de démarrer l'ordre du jour, je tiens à faire à vous communiquer deux informations qui me semblent importantes. D'abord, sur les horaires d'ouverture de la Poste. Hormis le service courrier des particuliers, tous les services de la Poste sont désormais soumis à concurrence. De façon régulière, le groupe La Poste signe un contrat de présence postale avec l'État, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. L'actuel contrat couvre la période 2020 à 2022. Il garantit notamment un soutien renforcé au maintien de services postaux de qualité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones rurales et de montagne et les départements d'outre-mer. En ce début d'année, la Poste a fait savoir à la ville de Lers qu'elle souhaitait adapter les horaires du bureau de Lers au regard des fréquentations. Il y avait en 2028 une moyenne de 127 visites par jour. En 2018, 107 visites par jour en moyenne en 2019, 92 en 2020, 82 en 2021. Donc une baisse, vous l'entendez, importante sur une période relativement courte. Par ailleurs, les statistiques démontrent que la majorité des opérations, 70% environ, concernent les courriers et colis. Et enfin, la fréquentation est à peu près équivalente le matin et l'après-midi. Lors des premiers échanges avec le groupe La Poste, leur souhait était de fermer tous les matins le bureau de poste. Comme je l'avais annoncé, j'ai donc entrepris des négociations dans un cadre contraint que vous connaissez tous. Le groupe La Poste fait face à une forte concurrence et adapte ses horaires d'ouverture aux évolutions de sa fréquentation. De plus, Lers n'est ni une commune rurale ou de montagne, ça se saurait, ni en quartier prioritaire, ni bien sûr en outre-mer. Je rappelle que ces secteurs sont identifiés comme prioritaires dans le contrat de présence postale que j'ai lu tout à l'heure. Notre ville de près de 10 000 habitants, dans une agglomération dense, le groupe La Poste a fait valoir que des services postaux existent aussi à proximité de Lers. Les marges de négociation sont donc faibles. Enfin, aujourd'hui, la stratégie du groupe La Poste est de maintenir des services équivalents, mais sous des formes différentes que le traditionnel bureau de poste. C'est pourquoi, concernant notre bureau, les négociations ont abouti aux accords suivants. Ouverture du bureau tous les matins. Ouverture les mardis et vendredis après-midi, qui sont les jours les plus fréquentés.
Et en parallèle, la création d'un point relais chez un commerçant. Ce point relais permettra aux Lerçois d'avoir des services équivalents au bureau de poste en ce qui concerne le courrier et les colis, mais avec des horaires élargis. Ce fonctionnement sera expérimenté sur une période comprise entre 4 et 6 mois. À l'issue de cette période, ce fonctionnement sera évalué pour être pérennisé ou non, et les horaires du bureau de poste seront à nouveau rediscutés. Au-delà des symboles et des incantations, nous devons nous attacher aux résultats et aux services rendus aux Lerçois. Avec cette solution, le bureau de poste sera ouvert 7 demi-journées par semaine au lieu de 9 actuellement. Et surtout, une nouvelle offre va être proposée aux Lerçois par la création du relais postal, avec les horaires d'ouverture, bien sûr, d'un commerce. Il sera plus facile de procéder à des opérations de courrier et de colis que dans un bureau de poste. Je tiens à souligner qu'il est très exceptionnel d'obtenir un relais postal en plus d'un bureau de poste. Bien sûr que comme nombre d'entre vous, je suis attaché à notre bureau de poste, mais je suis encore plus attaché au fait que les Lerçois puissent effectuer leurs démarches à Lers et plus particulièrement au centre-ville. C'est pourquoi la solution de relais postal chez un commerçant est apparue comme la meilleure pour compléter le bureau de poste. En outre, cette mesure permet aussi de conforter un de nos commerces de centre-ville. Les négociations viennent juste de démarrer pour identifier le commerce qui pourra accueillir ce relais postal. Voilà en ce qui concerne la Poste. Maintenant, je change de registre complètement pour parler de l'évolution du règlement intérieur. Le règlement intérieur du conseil municipal régit le fonctionnement propre du conseil municipal, mais aussi de tout ce qui a trait au conseil, et notamment les instances de préparation à cette séance officielle. Nous avons eu ces derniers mois plusieurs échanges sur divers points. Les commissions, les délais d'envoi des questions diverses, les droits de l'opposition, et le règlement actuel est sensiblement le même depuis longtemps. Il a certes été voté en début de mandat, comme tous les 6 ans, mais il faut bien avouer qu'il a fait l'objet de peu, voire d'aucune remarque, et que l'année 2020 et son contexte exceptionnel n'ont pas favorisé son questionnement. Aussi, en concertation avec mon équipe, nous avons décidé de le retravailler afin d'y apporter certaines améliorations, clarifications, et gagner également en efficacité et en transversalité. Un groupe de travail composé de membres de chacun des groupes composant l'actuel conseil municipal sera donc lancé à compter de la rentrée pour travailler sur ce sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ces 2 points qui me semblaient importants et on va passer maintenant à l'ordre du jour. Délibération numéro 1, approbation du compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2021. Comme vous le savez, comme chaque année, je rappelle que le compte de gestion constitue ce qu'on appelle la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, je vous demande d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Je précise que ce dernier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue de nos comptes. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de remarques sur ce sujet? Très bien. Donc je mets au vote l'approbation du compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 2. L'approbation du compte administratif 2021. Donc vous allez en voir la présentation là sur l'écran. Alors, l'année 2021
Je vais aller au rythme de la présentation. Donc voilà la présentation du compte administratif 2021. Cette année a de nouveau été une année particulière. Les activités municipales ont redémarré, même si la situation sanitaire, je rappelle qu'on est en 2021, était encore compliquée avec une période de confinement, des absences liées au Covid et des difficultés pour assurer certains remplacements qui ont eu un impact sur l'organisation des services et l'exécution de leurs missions. Toutefois, la ville a réalisé 13 489 408 € très précisément de dépenses en fonctionnement, en assurant les services à la population dans le respect des contraintes sanitaires, je viens d'en parler, en entretenant le patrimoine communal, ce qui est normal, et en proposant des animations ou festivités, tant que faire se peut, sur l'année 2021. Ça, c'est pour la partie fonctionnement que vous voyez apparaître là pour le montant de 10 millions qui a disparu, 10 452 515 €, qui représente 77,5% de cet ensemble, et en investissement en réalisant la majeure partie des projets qui étaient prévus lors du vote du budget primitif de 2021. Donc vous avez ça en représentation là, avec à gauche le fonctionnement et à droite l'investissement, le reste à réaliser et le déficit en investissement. La ville a financé donc la majorité des actions envisagées qui avaient été prévues lors du vote du BP, du budget primitif de 2021 toujours. On vous a fait un tableau avec le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement en 2021, toujours en comparant, première colonne, le budget primitif plus les décisions modificatives, le réalisé, qui est donc le chiffre que nous retrouvons dans notre compte administratif, et le différentiel qui est le non réalisé avec un taux de réalisation. Les taux de réalisation, donc, atteignent au total, vous le verrez quand on est arrivé tout en bas, 93,64% de ce qui était prévu. Les activités municipales ont repris un rythme, on va dire, quasi habituel, parmi lesquels les formations BAFA et BAFD qu'on a pu reprendre, l'activité de la Maison des Jeunes plus ou moins complète, et aussi l'envoi des différentes publications municipales. Certaines festivités à destination de la population ont pu être organisées malgré des périodes de confinement. Notamment, on a pu faire les Franco-Belges, les Allumoirs, banquet du 11 novembre, la journée du patrimoine, certains concerts et conférences, journée de la jeunesse et le voyage des aînés, même si tout ça était dans des conditions particulières, comme chacun sait, enfin comme chacun se souvient plutôt. La ville a notamment assuré, donc la ville a concrétisé la plupart des projets qui étaient prévus lors du vote du budget primitif. Premièrement, l'extension de l'intervention de police par le renforcement de l'intervention et donc de l'amplitude horaire de la présence de notre police intercommunale. La sécurisation de la charpente du vestiaire de la tribune du foot, voilà, c'est un événement qu'il a bien fallu gérer, cette dégradation, enfin ce risque sur cette charpente de vestiaire. L'annulation des loyers pour les commerçants qui était encore un peu en vigueur en 2021, ça avait été beaucoup plus impactant sur l'année précédente en 2020, mais bien sûr en 2021 il y a encore eu des aides aux commerçants qui étaient locataires qui étaient locataires chez nous. L'augmentation de la subvention au CCAS, on en reparlera un peu plus en détail, et aussi l'accompagnement des associations. Cette ligne-là représente les frais qui étaient spécifiquement, je vous rappelle, liés au Covid, c'est-à-dire 1 € par adhérent qu'on avait porté pour l'ensemble des associations, et aussi l'aide qu'on a apportée à quelques associations particulières qui avaient été identifiées comme en ayant besoin. Alors ensuite, on a fait un focus sur les dépenses salariales. Donc, comme le titre l'indique, elles ont peu évolué. Elles augmentent au total de 1,5% par rapport aux dépenses. Je rappelle que là, on fait un parallèle par rapport aux dépenses de l'année précédente, de 2020. Ce différentiel entre dans ce différentiel l'augmentation du SMIC de 0,9 le 1er janvier, puis de 2% le 1er octobre, et l'indexation des premiers échelons des rémunérations des agents de catégorie C, mais aussi l'embauche de nouveaux agents bénéficiant de contrats aidés, la reprise de vacations qui étaient liées aux activités scolaires et en faveur de la jeunesse,
Il n'y a pas eu de prime Covid, là on parle pour le personnel, je ne parle pas des primes Covid pour les associations, là on est sur les dépenses salariales, donc il n'y a plus eu de prime Covid et plusieurs postes qui sont restés malheureusement vacants en raison de difficultés de recrutement que nous connaissons tous dans les entités territoriales. Le recrutement est un vrai sujet. Et en 2021, la masse salariale représente au total donc 69,67% des dépenses de fonctionnement. Pour rappel, l'année précédente, on était à 70,3% en 2020. Alors, ensuite, on a fait un focus pour les crédits qui étaient mobilisés en faveur des services à la population. Donc, on a réparti ça en frais généraux, enseignement. Vous voyez la ligne du bas, aide aux familles, sport jeunesse, cadre de vie, propreté, aide sociale, culture, musique, sécurité et logement, principalement dont la loi SRU, l'amende de la loi SRU. Donc en comparant les dépenses par domaine d'activité, on peut constater, voyez aussi là, donc là, les colonnes jaunes sont le réalisé 2020, le bleu c'était le prévisionnel BP 2021 et le rouge ça a été le réalisé précis de 2021. Si on compare les dépenses par domaine d'activité, on peut constater l'augmentation des frais pour l'accueil durant les temps scolaires et périscolaires et les manifestations culturelles en lien avec le redémarrage, forcément, des activités par rapport à 2020. Mais aussi l'augmentation des dépenses consacrées à la sécurité, j'en ai parlé au début de cette présentation, et aussi la légère réduction de notre pénalité SRU, c'est le dernier les 3 petits derniers pavés à droite, et l'augmentation de la subvention CCAS pour faire face d'une part à l'augmentation des aides alimentaires, mais aussi aux frais de fonctionnement du pôle restauration senior, renouvellement de matériel notamment et la location d'un nouveau véhicule frigorifique. Donc, on a parlé de nos dépenses, maintenant on va parler un peu de nos recettes, toujours en fonctionnement et toujours en année 2021. Ce niveau de recettes, vous le voyez, vous retrouvez le même principe qu'on avait pris pour les dépenses. La première colonne, c'est le budget primitif et les décisions modificatives. La deuxième colonne, c'est le réalisé de notre compte administratif. Et ensuite l'écart en valeur absolue ou en pourcentage. Ce taux de réalisation des recettes de fonctionnement, il atteint 100,55%. Donc c'est tant mieux, on a fait plus de recettes qu'on ne l'avait prévu. Par rapport aux prévisions budgétaires, les éléments les plus représentatifs sont des prévisions qui ne sont pas atteintes, mais c'est tant mieux, dans la baisse, grâce à la baisse des accidents de travail et forcément de l'indemnisation qui en découle. Mais aussi un décalage dans l'émission des factures pour les activités municipales suite aux absences de plusieurs agents liés au Covid, notamment sur la restauration, les garanties et les garderies, périscolaires. Mais aussi la diminution des factures de prestations CEPOM et d'intervention de la balayeuse au titre de 2020. Par contre, des recettes complémentaires, une recette exceptionnelle liée à la vente d'un bâtiment dans la zone industrielle. Alors je précise que c'est pas la vente d'un bâtiment qui nous appartenait, c'est la vente sur laquelle nous touchons nous forcément un pourcentage qui est forcément un bâtiment privé, bien évidemment. Qu'on fasse pas d'amalgame, soyons très clairs, avec le projet Exeter, hein. Ça n'a rien à voir. Des régularisations et des prestations versées par la CAF compte tenu de la situation de certaines familles en petite enfance suite au contrôle de la CAF que nous avons eu et donc forcément des remises à niveau au niveau des déclarations qui avaient été faites par les familles. Voilà en ce qui concerne les recettes. Donc forcément entre les dépenses et les recettes, de là va découler une épargne brute. Notre épargne brute en 2021 se maintient à un niveau qu'on va considérer comme confortable. Ça fait 13,77%. Pour mémoire, un taux d'alerte est un taux qui est constaté inférieur à 3%. Nous avions prévu cette année-là, en BP 2021, environ 500 000 €. Donc la ville conserve une marge de manœuvre qui est notable, qui permet de financer une partie des investissements lancés en 2021, et notamment l'aménagement de l'espace associatif, qu'on a pu financer effectivement, et le lancement du projet de création du centre culturel rue Franklin. La ville a continué de mobiliser les financeurs.
Donc, pour financer le programme d'investissement, on a pu compter sur, vous voyez, un montant de 454 000 et des poussières de résultats antérieurs qui étaient disponibles et qui étaient affectés à l'investissement, mais aussi de dotations diverses versées par l'État de façon générale. À la fois, il y a dedans le FCTVA, donc c'est le fonds de compensation de la TVA, la DETR pour des travaux de rénovation de l'éclairage public, le DSIL pour des travaux d'accessibilité, et enfin le socle numérique qu'on a obtenu pour les écoles. Tout ça pour un montant total qui représente 271 000 et quelques poussières. Mais aussi les participations de l'AMEL pour l'enfouissement des réseaux du cœur de ville, la chaufferie de Daudet et aussi les travaux d'éclairage public, ça pour un montant de 56 536 €. L'annuité, l'avant-dernière annuité de cession des réseaux numéricables pour 22 463, c'est la dernière annuité, on en a parlé sur notre budget 2022. Et enfin, la participation de la CAF, spécifiquement cette ligne-là, apparaît pour la création, la participation que nous avons eue de la CAF, pour la création du LAP, donc notre lieu d'accueil enfants-parents, qui a été ouvert récemment. Alors, ce qui nous permet, on va retrouver un joli camembert avec des portions diverses et variées. En investissement, toujours, la ville a payé ou engagé 68% des dépenses prévues au BP. Les montants payés durant l'année représentent 354 000 et quelques poussières pour le parking et les aménagements du CTM et de l'espace associatif, 169 915 € pour les aménagements urbains dont l'éclairage public, 153 937 € pour les enfants et les jeunes, ça concerne aussi bien la petite enfance, les écoles, la restauration scolaire et la jeunesse, 149 000 et quelques poussières pour l'informatique, dont le nouveau site internet et la sécurisation de nos réseaux, 118 900 € pour l'espace culturel, l'aménagement et l'aménagement de la salle Kerkhoff, 81 844 € pour l'entretien du patrimoine, dont l'accessibilité des locaux, 56 917 € fléchés pour le sport, dont principalement la construction de des deux cours de tennis extérieur, et enfin 14 736 € pour les cimetières, notamment la création d'une allée supplémentaire, l'installation d'une fontaine et quelques réaménagements qui sont faits dans nos cimetières. Et pour terminer, pour résumer tout ça, la ville a financé ses investissements en utilisant très partiellement l'épargne disponible. Pour rappel, à fin décembre 2020, d'où on est parti pour cet exercice 2021, le disponible s'élevait à 2 264 160 € et 94 centimes. Au 31 décembre 2021, il est de 1 923 802 € et 72 centimes, soit une baisse que vous voyez apparaître de 340 000 et quelques poussières, qui donc représente effectivement la baisse de notre épargne disponible, mais qui reste à un niveau, je pense, suffisant pour nous permettre de financer les investissements qui ont été engagés et que nous allons poursuivre. Voilà. Donc on a essayé de le faire. Quand je dis je, c'est pas moi qui... On a essayé de le faire de façon un peu plus intéressante que la lecture telle qu'on a pu la faire pour ceux qui étaient là en commission finance. Je pense que c'est un peu plus lisible et un peu plus compréhensible et plus clair pour tout le monde. Y a-t-il des questions sur ce compte administratif, des remarques? Pas de questions? Oui, Monsieur Rotsar. Merci de me donner la parole. Alors, je ne vais pas refaire le débat du BP 2021. Je vais expliquer simplement que nous nous abstiendrons sur ce vote. Parce que ce sont des choix politiques qui ne sont pas les nôtres. Je peux citer par exemple la police intercommunale, le centre culturel pour sa forme et l'espace associatif pour sa forme également. Voilà, c'est tout. Ok, c'est noté. Votre intention de vote. D'autres remarques? D'autres questions? Bien. Je mets au vote donc... Oui. Ah oui, pardon, je peux sortir. Oui. Merci.
Conformément aux dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, le maire participe à la présentation du compte administratif, mais doit, au moment du vote, quitter la séance. En ma qualité de premier adjoint, il m'incombe de présider, pour un court instant, cette assemblée. Aussi, et sans plus tarder, je vous propose, chers collègues, de procéder au vote à main levée du compte administratif de l'exercice 2021 de la ville de Lers. Quels sont ceux qui sont pour? Abstention. Le compte administratif de l'exercice 2021 est adopté à la majorité. Vous pouvez inviter Monsieur le maire à gagner l'Assemblée, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le maire, je vous informe que le compte administratif de 2021 de la ville de Lers a été adopté et tiens, au nom de la majorité de mes collègues du conseil municipal, à vous féliciter pour la tenue et la bonne gestion financière de la ville. Je profite de l'occasion pour remercier Madame Audric, directeur général des services, Madame Lebrun, responsable du service FAF, ainsi que les agents de ce dit service pour leur travail dans les nombreuses et diverses opérations budgétaires et écritures comptables relatifs à cet exercice. Merci, Monsieur Deschamps. Merci à tous et à toutes pour ces remarques. Et effectivement, je ne peux, bien évidemment, et je ne veux que m'associer à ces remarques, parce qu'encore une fois, même si c'est moi qui symboliquement porte ça, je fais un amical remerciement à Cathy qui est là-bas au fond de la salle, discrètement, c'est elle qui a appuyé sur les boutons du PowerPoint, et bien sûr, pour l'ensemble du service et des services, effectivement, à notre DGS, à Madame Audric, qui est à côté de moi et que je remercie aussi pour la bonne tenue de tout ça. Bien, alors, puisque nous venons de voter le compte administratif, je vous demande de bien vouloir voter maintenant pour l'affectation des résultats de cet exercice. Donc, vous l'avez tous sous les yeux, je pense. Les chiffres, on en a déjà suffisamment, je pense, parlé. En tout cas, il n'y a plus grand-chose à en dire que là, c'est l'affectation des résultats de ce qu'on vient de valider en compte administratif. Donc, je rappelle que je vous demande, conformément au décret 2001-563 du 25 juin 2001, de bien vouloir accepter de mettre en excédent de fonctionnement au compte R 1068 le montant de 1 518 102 € et 96 centimes et au compte R 002 le report de fonctionnement d'1 923 802 € et 72 centimes. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette affectation des résultats qui est donc forcément le reflet direct de notre sujet précédent? Pas de questions? Pas de remarques? Bien, je mets au vote donc l'affectation des résultats de l'exercice 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, délibération suivante, régularisation du compte 1641. Alors là, de mémoire, j'avais jamais fait voter une délibération pour un montant aussi important. Donc, je tiens à ce que vous soyez tout oui sur le sujet. Donc, je vous demande de bien vouloir valider le fait que, en effet, le paiement du solde de notre emprunt, vous savez que nous l'avons soldé, a fait apparaître un débit de 0,09 €, soit 9 centimes, sur le compte 1641 qu'il convient de régulariser. Ce problème d'arrondi est lié, il n'est pas de notre faute, hein, il est lié à l'arrondi, à la migration, de l'emprunt qui était souscrit avant 2008, qui s'est produit lors d'un changement de logiciel au niveau du Trésor public. Donc, il convient que le conseil municipal autorise Madame la comptable de la trésorerie de Lannoy à rectifier ce débit par opération. Je sais que j'ai le soutien de David, ça me fait plaisir.
Et je trouve ça très désagréable d'être coupé sur un sujet aussi important, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous demande, pour reprendre le sérieux, il convient que le conseil municipal autorise Madame la comptable de la trésorerie de Lannoy à rectifier ce débit par opération non budgétaire, comme le préconise le CNOCP. Donc, je vous demande de bien vouloir autoriser à corriger le débit de 0,09 € du compte 1641 par opération non budgétaire. Y a-t-il des questions, des remarques? J'espère que non. David, non, rien à ajouter. Bien, donc je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette belle unanimité sur ce sujet. Délibération suivante. Décision modificative numéro 1 de notre budget de cette année, 2022. Donc, vous avez tous remis le logiciel 2022. On oublie maintenant 2021. Donc, je rappelle que d'abord que le budget a été voté le 24 mars dernier, au dernier conseil municipal. Donc, nous avons reçu des notifications de nouvelles recettes et l'évolution de certaines dépenses envisagées jusqu'à la fin de l'exercice. Donc, je propose de réaliser ces ajustements budgétaires qui créeront donc cette décision modificative numéro 1. Vous avez eu les chiffres, les documents qui vous ont été transmis. Je pense qu'il n'est pas intéressant que je lise la totalité, à moins qu'il y ait des questions ou des remarques dessus. Ça n'a pas fait l'objet en commission finance, ça n'a fait l'objet d'aucune remarque non plus en commission finance. Donc, si ça vous convient. Ah, oui, bien sûr. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Deschamps, tout d'abord, au nom de Vitaliser l'air, je voulais vous remercier d'avoir ajouté 5 000 € à la section d'investissement pour l'hébergement d'urgence, comme nous l'avions suggéré lors de la réunion du 8 avril. En effet, ayant été invité à visiter ces logements d'urgence le lundi 11 avril, je me demande comment pouvaient être hébergées de façon urgente les personnes telles que les femmes en situation à risque ou les familles victimes d'incendies domestiques qui en faisaient la demande. De fait, l'un des logements était insalubre et aucun des deux ne comportait le nécessaire pour y vivre. Depuis cette visite, vous nous avez, Monsieur Deschamps, annoncé par mail du 15 avril le don d'équipements d'électroménager par l'entreprise Electrodépôt du groupe United Bay. Depuis cette date, nous n'avons plus eu d'informations. C'est pourquoi le groupe Vitaliser l'air, ce que je représente, voudrait savoir où en est l'hébergement des familles ukrainiennes qui logeaient chez Delersois et pourquoi avoir attendu cet événement dramatique qu'est la guerre en Ukraine pour rénover ces logements. Rappelons en effet que le Code de l'action sociale et des familles, article L312-5-3, oblige chaque commune des agglomérations de plus de 100 000 habitants à prévoir une place d'hébergement d'urgence par tranche de 1 000 habitants. Merci. Tu veux répondre? Je réponds. Alors, même si on est hors contexte décision modificative, vous me l'accorderez, je vais répondre bien évidemment. Je tiens à vous dire que ces logements d'urgence, malheureusement, sont assez souvent utilisés, l'ont été avant l'épisode qu'on est en train de vivre avec un potentiel placement là des déplacés ukrainiens, qu'il s'avère que quelquefois nous recevons des gens avec plus ou moins d'équipement, plus ou moins de matériel, je veux dire, pour vivre. Donc on a déjà vécu tous des cas de figure différents et qu'on a toujours pu s'en sortir pour pouvoir héberger là, de façon urgente, des gens. C'était pas le cas depuis 2 mois dans ces logements, de mémoire à peu près, 2 ou 3 mois pour le deuxième logement. Donc voilà, donc effectivement, je pense que c'est une bonne chose qu'on y travaille, on y travaille ensemble. Ceci étant, historiquement, on a déjà reçu des familles dans ces logements et on a toujours réussi à les recevoir dans de bonnes conditions. Maintenant, je voudrais compléter la remarque sur les déplacés ukrainiens. Je rappelle que ces logements ont été mis à la disposition, et à la demande de la préfecture, ont été mis à la disposition du préfet pour y positionner des gens qui sont en attente de logement, qui sont dans des centres
pas des gens qui sont déjà dans des familles. Et ça, nous l'avons spécifié, nous l'avons dit à plusieurs reprises à la famille dont on ne va pas citer le nom, mais dont vous parlez, qui souhaitent effectivement, de toute façon, ces familles ne sont plus là, nous le savons. Vous le savez aussi, je pense. Donc voilà, le sujet pour moi n'est pas là. Le sujet est que on a pris un engagement, comme beaucoup de communes, de mettre à disposition pour pouvoir recevoir, quand on le pourra, et encore une fois, c'est pas nous qui en décidons, pouvoir recevoir des familles ukrainiennes. Donc on est dans cette logique-là. Ça a été dit dès mon premier entretien avec cette famille, justement, où j'ai bien positionné ça. On leur a redit plusieurs fois, parce qu'ils sont revenus à la charge plusieurs fois, et je répète que le préfet que nous avons rencontré nous a demandé de laisser ces logements à disposition pour pouvoir recevoir, quand ils décideront, mais encore une fois, ils le décideront, mais de façon globale, par rapport aux gens, au positionnement des gens, à l'envie aussi des gens de rester sur le secteur ou de repartir sur d'autres secteurs. Il y en a certains qui sont repartis, il y en a d'autres qui sont partis ailleurs. Donc, de pouvoir laisser ces logements à cette disposition-là, nous avons pris un engagement et nous allons le respecter. Voilà. Oui, mais à la date, par exemple, du 11 avril où on a fait la visite, s'il y avait eu une demande d'urgence, où vous auriez logé les gens? Il n'y avait pas de demande. Non, il n'y en avait pas, mais s'il y en avait eu, s'il y avait eu des demandes, à ces dates-là, Bon, les écoutez, logements n'étaient pas habitables. Hein. Alors, on a toujours reçu des gens, et dans l'urgence, on a toujours reçu des gens, malheureusement, je le répète, parce que c'est pas une fin en soi, et on a toujours réussi à les loger dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vérifiable. Mais sans pas aucun- dans ces logements-là. Bien sûr que si, chère madame. Bien sûr que si. 18 rue de Gaulle, si. Bien sûr que si. Mais la rue à côté où il y a deux Rhônes, là, la petite. Ouais, dans la... 14, le deuxième. C'est... logement. Ouais, mais... C'est le deuxième logement. C'est le deuxième. Ouais, mais celui-là, il était insalubre. Hein. Et je vous informe que le 18 de Gaulle a été quitté il y a à peine 2 mois avant qu'on entame ça. Donc voilà. Bon, écoutez, on va revenir, je pense avoir répondu à cette question. Qui n'est pas dans cette décision modificative. Je vous ai répondu. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques sur, je rappelle, cette décision modificative qui concerne donc notre budget 2022, notre budget primitif auquel elle viendra s'additionner? Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Je mets au vote donc cette délibération sur la décision modificative. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, lancement de la procédure de cession d'une partie du chemin rural numéro 8, chemin des Chasses. Alors, dans le cadre du projet de construction d'environ 70 logements par Septalia, c'est-à-dire le groupe Vilogia, au niveau du chemin des Chasses, il est nécessaire d'utiliser une petite partie d'un ancien chemin rural qui n'existe plus. Physiquement, il est précisé que cette partie n'est pas utilisée en tant que chemin. Cependant, pour permettre donc à Septalia de construire sur ce petit bout d'ex-chemin, nous devons en passer par sa désaffectation, qui doit être constatée. Une enquête publique doit être organisée. Il vous est donc demandé de constater la désaffectation de la portion du chemin rural et de permettre le lancement de la procédure de cession en organisant une enquête publique. Vous avez reçu, avec la délibération, le plan qui matérialise la zone. Donc, c'est pas la parcelle numéro 19, même si j'ai lu dans la presse, et il y a eu un amalgame malheureux. C'est pas de cette parcelle-là dont on parle. Cette parcelle-là aura une autre vocation, bien évidemment, mais on parle bien de le tout petit bout à droite qui est entouré d'un cercle rouge que vous avez eu sur votre délibération, qui est donc un ex-chemin rural qui n'existe plus depuis très longtemps. Voilà. Y a-t-il des questions? Des remarques? Alors, Monsieur Bourgois. Merci. Oui. Alors, vitaliser l'air, ça a maintes fois rappelé l'importance, si ce n'est l'urgence, de la construction de logements dans la métropole lilloise, coordonnée avec le programme de l'habitat de la Melle. Notre groupe a aussi indiqué que l'ERS devait en prendre sa part, par solidarité envers l'ensemble des communes, toutes concernées par cette préoccupation sociale, et pour répondre aux besoins des familles lersoises. En effet, d'une part, quel autre levier d'action pour le pouvoir d'achat des ménages que celui du logement, quand on considère la part qu'il prend dans les budgets familiaux? D'une autre, les besoins des familles et les compositions des ménages ont changé.
Notre parc vieillissant doit s'y adapter. Ces arguments, vous le savez, monsieur le maire, ont été présentés par notre groupe en conseil municipal, en commission spécialement réunie, dans la presse et même en réunion publique. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur notre intention. Toutefois, s'il faut construire, cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Il y a des garde-fous que Vitaliser l'Hers a déjà posés. Premièrement, celui de l'environnement. L'Hers doit préserver des espaces naturels signifiants. Or, nous avons déjà signalé l'importance de préservation des berges du canal, qui sont un des seuls réservoirs de diversité animale et végétale de la commune, quand d'autres projetaient d'y construire une base de loisirs. Deuxièmement, celui de l'équilibre social, en l'occurrence, ajouter 70 logements à loyers locatifs sociaux aux confins du territoire et a fortiori derrière un programme social existant ne renvoie pas à une conception de la répartition équilibrée sur le territoire que nous souhaitons mettre en avant. Enfin, celui de la concertation. Comme en plusieurs exemples ces derniers mois, force est de constater que les riverains ne se sont pas sentis concertés sur le sujet, à tout le moins pas par la municipalité. Ce n'est pas la réunion publique d'information récemment tenue qui dira le contraire. Bref, vous aurez compris, s'il y a bien des projets immobiliers en cours et à venir que Vitaliser l'Hers soutiendra, et en la matière, il y a de quoi avancer sur la question au regard du PLU actuel et des ajustements y apportés. Celui qui nous concerne ce soir n'entre pas dans le cahier des charges de ceux que nous souhaitons soutenir. Ok, je vais écouter... c'est M. Rotsar qui veut parler aussi, je crois. Je répondrai après. Merci, monsieur le maire, de me laisser la parole. Ce petit morceau de terre résume à lui seul votre politique d'urbanisation extrême. Tout d'abord, c'est la loi SRU qui nous oblige à construire, comme toutes les communes de la Melle et toutes les communes tout court, 25% de logements locatifs sociaux. Cette loi de 2000 existe justement parce que des communes comme la nôtre n'équilibraient pas leur offre de logements sociaux. Donc, pendant 45 ans de gestion municipale, celle du GLAM, vous avez décidé de faire du logement pavillonnaire et du lotissement, et il faut l'assumer. Je fais remarquer à la presse que la politique du lotissement, contrairement à son gros titre d'octobre 2021 qui annonçait que c'était terminé sur l'Hers, nous y sommes encore. Tous les effets sont là, le tout voiture, l'engorgement, tout cela au fond d'une raquette. Alors, l'effet pernicieux de cette loi, c'est que cela oblige à construire tout, n'importe où et n'importe comment, et de laisser des promoteurs immobiliers faire la pluie et le beau temps en matière d'urbanisme au détriment des populations déjà installées. D'ailleurs, ces promoteurs ont trouvé un bon allié en votre personne, monsieur le maire, puisque vous les défendez dans des réunions publiques d'information que vous organisez avec et pour eux. Par ailleurs, nous pouvons nous interroger sur votre fibre écologique. Premièrement, en construisant aux limites d'une zone humide, alors que nous savons que le projet Blue Link de réfection du canal a permis un retour important de la faune et de la flore à cet emplacement. Deuxièmement, une fois de plus, nous observons le déni collectif, qui n'est pas seulement ici, mais le déni collectif, surtout de votre majorité, du réchauffement climatique. Je vous rappelle qu'en juillet 2021, la Belgique et l'Allemagne ont perdu 200 habitants aux abords des cours d'eau suite à des pluies diluviennes, jamais enregistrées depuis que les relevés météo existent. Les Hauts-de-France y ont échappé de justesse, des épisodes qui vont se répéter et s'accentuer, d'après le dernier rapport du GIEC. Je rappelle que ce quartier a déjà subi des inondations et des pans de pompes de relevage. Pour paraphraser le titre des dernières festivités lersoises qui se sont passées sur ce terrain ou à proximité, cette hyper-urbanisation n'est pas une utopie, mais une dystopie lersoise. Dystopie qu'on peut considérer comme une utopie qui tourne au cauchemar. C'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre cette délibération. Merci de m'avoir écouté. Bien, merci. Je suis content, j'ai appris un mot ce soir. Merci, monsieur Rotsar. Alors, je reviens sur les remarques de monsieur Bourgois. Je pense qu'on partage une partie de l'analyse. Je l'ai bien entendu. Je vous ai entendu parler de base de loisirs. Enfin, ça n'existe plus depuis très longtemps. Donc, il n'y a aucun projet à aujourd'hui. Il
Il y avait une hypothèse sur une parcelle qui aurait pu être bloquée un jour et qui remonte à bien avant moi, même bien avant mon prédécesseur, autant que je sache. Donc cette base de loisirs n'a aucune existence. Voilà. Je tiens à vous dire aussi que vous dites que vous voulez être le garde-fou de la préservation de l'environnement. Je tiens à vous préciser que ce projet tient compte de tous ces critères-là, puisqu'il est passé par toutes les fourches codines de l'environnement, du canal, du respect des distances par rapport au canal, du respect de la biodiversité. Tout ça, ça a déjà été fait. Encore une fois, c'est pas moi qui suis le juge de paix là-dessus, c'est que tout ça a déjà été présenté, soumis aux différents services de l'AMEL et validé par eux, pas par moi, qui n'ai pas de compétences particulières là-dessus, je vous l'accorde, mais ça a été en tout cas entériné par ces équipes-là, dont c'est le métier, dont c'est la spécialité, et je vous garantis que ce sujet de l'environnement est pris très très à cœur par nous, mais aussi par les services de l'AMEL qui le gèrent. Je tiens à vous préciser que vous faites référence à la réunion qui a eu lieu en disant que c'était la première réunion publique. Alors je tiens à préciser que c'était pas une réunion de public, c'était une réunion de concertation. Premièrement, la nuance, c'est qu'elle était vraiment destinée aux riverains avant tout, vous le savez. Et entendre dire que c'était la première, c'est faux, puisqu'il y a eu des réunions entre les riverains, les promoteurs de ce projet, donc Vilogia, à moult reprises, avec l'association de des copropriétaires aussi. Il y a eu X, ben non, mais vous savez peut-être pas, mais je vous l'informe. Et là, encore une fois, c'est vérifiable. Hein. C'est pas moi qui le dis. Réunion à laquelle on a, nous, volontairement pas participé parce qu'on les sait. Là, je pense qu'il était intéressant qu'on reprenne un peu la main sur ce projet-là. Encore une fois, venez voir, vous verrez que tout est vérifiable. Hein. Ces réunions-là, encore une fois, c'était géré par Septalia, donc Vilogia, et par l'association des copropriétaires. Il y a eu tout un tas d'allers-retours qui ont été faits sur ce sujet-là. Donc, m'entendre dire qu'il n'y a pas eu de concertation sur ce projet-là, franchement, je ne peux pas l'accepter. Encore une fois, c'est étayé. Vérifiez auprès de ces gens-là. Encore une fois, c'est pas ma parole. Vérifiez auprès de ces gens-là. Maintenant, je voudrais dire à Monsieur Rotsar que vous dites qu'on a eu une mauvaise gestion pendant 45 ans. Alors, juste pour votre... Si, au niveau de la loi SRU, mais bien sûr que si, au niveau des logements, vous l'avez dit, Monsieur Rotsar. On est d'accord. Indépendamment de nous apprendre des nouveaux mots, vous avez bien dit ça, vous êtes bien d'accord. Merci. Sachez simplement que si vous remontez aux 25 ans, il y avait pas de loi, il y a 45 ans, il n'y avait pas de loi SRU, et que jusqu'à il y a moins que ça, le pourcentage à atteindre était 20%, et pas 25%. Et nous sommes aujourd'hui à 19, quelque chose. Donc, franchement, vous entendez dire qu'il y a une mauvaise gestion de mes prédécesseurs. Ah, parce que vous croyez qu'on les atteint en claquant des doigts. Ben, vous connaissez bien le sujet. Alors, entendre dire qu'on fait n'importe où, n'importe comment, ça, j'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Que c'est un déni collectif au niveau de l'écologie, là aussi, je rejoins ce que je disais à Monsieur Bourgois. Ce sujet-là a été travaillé. Il y aura d'ailleurs un bâtiment passif. Vous étiez à la réunion, il me semble, vous avez dû l'entendre. Et que là aussi, on est pour le parcours résidentiel des gens. J'espère que ça vous tient à cœur aussi, parce qu'il y aura aussi... non pas seulement du logement social, mais de l'accession sociale. Et ça, c'est un vrai plus pour notre population. J'espère que là-dessus, vous serez d'accord avec moi. Et après, vous faites référence aux pluies qui ont malheureusement touché les Belges, les Allemands, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis bien d'accord. Vous parlez d'inondations. Je vous rappelle que la dernière inondation qu'il y a eu dans ce quartier, c'était le lendemain de mon élection en 2016. Je l'ai déjà dit, je le répète. C'était en juin 2016. On est d'accord, il n'y en a pas eu depuis. Et j'ai été, ce jour-là, avec les pieds dans l'eau, on est bien d'accord. Il n'y en a pas eu depuis. Tant mieux, il n'y en a pas eu. Mais il ne faut pas non plus mélanger les inondations, les pompes de relevage, parce que le sujet dont vous parlez, les pompes de relevage, c'est pour les eaux usées, pas pour les inondations, pour information. Et je tiens à vous dire, non, c'est absolument faux. Je tiens à vous dire que ce sujet-là, justement, et je le répète là, puisque je l'ai dit en réunion, vous étiez là, vous l'avez entendu, c'est pour ça que ce sujet-là a été repoussé X fois, parce que moi j'ai demandé à ce que ce projet-là puisse gérer à la fois les eaux pluviales et la problématique des eaux pluviales, qui était un problème certes peu fréquent, mais qui était important, et surtout la montée en pression des eaux usées, qui était là un problème avec les fameuses pompes de relevage. Et tout ça, justement, a été pris en compte dans ce projet. Et grâce à ce projet, on va pouvoir pérenniser et surtout simplifier la vie, entre guillemets, des gens qui sont là au niveau des inondations d'eau propre, enfin d'eau pluviale, et surtout d'eau sale, qui est, à mon avis, encore beaucoup plus important. Donc sachez que ce sujet-là a toujours été un sujet qui nous a tenu à cœur et qu'on a volontairement refusé systématiquement, repoussé systématiquement pour que ce projet intègre le traitement. Et quand vous dites que on est dans un quartier qui est
uniquement social, c'est faux aussi, puisqu'il y a beaucoup aussi de propriétaires. Il n'y a pas que du social dans cette partie-là. Encore une fois, quand je dis ça, je n'ai rien contre le logement social, mais je tiens à vous dire que c'est faux, factuellement, puisqu'il y a aussi du résidentiel dans ce quartier-là, vous le savez aussi bien que moi. Donc je pense qu'en termes d'équilibre, mais si vous l'avez dit. Bien, voilà, on est parti loin de notre petit bout de chemin rural, mais bon, c'était important que chacun puisse s'exprimer. Sur donc le lancement de la procédure de cession d'une partie du chemin rural. Je rappelle que c'est un petit bout de chemin qui n'existe plus. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Très bien, je mets au vote cette délibération sur le lancement de la procédure de cession d'une partie du chemin rural numéro 8, chemin des Chasses. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Sujet suivant. Délibération concernant... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. Sur la délibération dont nous venons de parler, il y avait une coquille. Vous l'avez donc sur table, ça a dû être notifié. Il y avait une coquille au dos de la page où il était marqué de lancer la procédure dans l'article 2. Je vous demande de bien vouloir valider le fait qu'il y ait marqué de lancer la procédure de cession d'une partie de ce chemin rural, et non pas des chemins ruraux, qui était une généralité malvenue. C'est bon, vous êtes d'accord? Pas de remarque particulière sur cette petite correction de coquille. Merci. Donc j'ai été sur la délibération suivante. Autorisation de mise en vente du 22 rue du Général de Gaulle. La commune propriétaire de l'immeuble qui est 622 rue du Général de Gaulle à Lers. Ce bâtiment sera prochainement libre d'occupation après le déménagement des associations y ayant résidence et qui l'occupent actuellement vers les nouveaux locaux mis à leur disposition à l'espace associatif rue de la Papinerie. Afin d'adapter l'espace vert situé à l'arrière de la maison à la typologie de la bâtisse, la ville souhaite céder environ 250 mètres carrés de terrain supplémentaires provenant de la parcelle voisine AM 399. Là aussi, je pense que vous avez vu les éléments. Un redécoupage cadastral est en cours. Un contact sera pris avec les 3 agences immobilières de l'ERS afin d'obtenir leur estimation et leur confier la vente. Il vous est proposé, d'une part, d'approuver la mise en vente de l'immeuble du 22 rue de Gaulle, donc, et d'autre part, de m'autoriser à engager toute démarche, dont la prise de contact auprès des agences immobilières, afin d'obtenir des estimations qui, bien sûr, viendront à côté de l'estimation des domaines que nous ferons, bien évidemment, et à signer tout document relatif à cette cession. Y a-t-il des questions, des remarques? Allez, on va commencer par Monsieur Rotsard. Merci. Alors, cette vente illustre une autre facette de votre politique. C'est une conséquence de la décision unilatérale d'éloigner les associations du centre-ville à destination du parc d'activités, obligeant ainsi les adhérents et autres bénévoles à utiliser encore plus la voiture. Une hérésie en 2022. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération. C'est noté, votre intention de vote. Monsieur Bourgois. Monsieur le maire, vous nous demandez aujourd'hui d'approuver la mise en vente de l'immeuble du 22 de la rue du Général de Gaulle, qui serait bientôt libre d'occupation après le déménagement des associations qui l'occupent vers un nouvel espace associatif rue de la Papinerie dans la zone d'activité de Roubaix-Est. Oui. Alors que les élus et responsables d'associations se réjouissaient d'occuper prochainement les locaux remis à neuf et parfaitement adaptés pour recevoir du public, la découverte en avril dernier de l'arrêté du 30 mai 2007 de monsieur le préfet du Nord remettait en cause cet enthousiasme. En effet, cet acte soumet toute la zone d'activité au plan d'aménagement de zone, ce que l'on appelle PAZ, élaboré dès 1972 et oblige à intégrer ce dernier document dans le PLU communautaire. Or, probablement en raison d'une erreur matérielle, ces dispositions n'ont pas été respectées et les règles d'urbanisme n'ont pas encore été intégrées au PLU de la MEL. Cette omission, qui devra obligatoirement être corrigée, rétablira les règles d'origine, qui hélas sont incompatibles avec l'aménagement qui a été choisi pour la nouvelle maison des associations de la rue de la Papinerie. Selon ces dispositions, seules les entreprises peuvent prendre place sur le site, article 2, paragraphe 2 du PAZ, et la surface perméable devra être au moins égale à 35% de la surface du terrain, article 8, paragraphe 3. Ici, cette surface est presque inexistante,
et est remplacé par un parking goudronné. Il convient donc, nous semble-t-il, avant d'approuver la vente de l'immeuble de la rue du Général de Gaulle, d'attendre la décision de Monsieur le Préfet, puisqu'il vient d'être saisi à ce sujet par des riverains d'un projet de construction d'un entrepôt à l'autre extrémité de la zone d'activité. Dans cette attente, les élus du groupe Vitaliser-Lers ne pourraient que s'abstenir si vous mainteniez cette délibération au suffrage des élus. Dont acte, je note votre abstention de vote, enfin votre position. Je ne vais pas répondre sur l'autre sujet parce qu'il me paraît hors sujet par rapport à cette délibération qui concerne bien le 22 de Gaulle. Donc, je mets au vote donc la délibération sur l'autorisation de mise en vente du 22 rue du Général de Gaulle. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Partenariat avec la Maison des associations de Roubaix, convention autorisation de signature. Je donne la parole à Monsieur Malbranc. J'espère ne pas avoir à éternuer pendant mon intervention et pouvoir prendre la parole de façon la plus sobre possible. La ville de Lers soutient les associations dans leurs activités quotidiennes à travers le prêt de salle, le versement de subventions, l'accompagnement dans l'organisation de manifestations. La crise sanitaire a eu un impact sur ces associations et leurs activités, notamment le départ de certains bénévoles, mais aussi la difficulté d'attirer de nouvelles personnes. Dès lors, la ville a sollicité la Maison des associations de Roubaix pour renforcer son soutien au monde associatif et proposer une mission de conseil, d'accompagnement et de formation des associations lersoises. La Maison des associations de Roubaix propose plusieurs axes d'accompagnement, notamment des temps d'information sur le fonds d'appui à la vie associative, des formations à la gestion associative, un accompagnement des associations avec la mise en place de permanences et une participation à des projets. Il est à noter que dès le début d'année, la Maison des associations de Roubaix est intervenue auprès des associations pour les informer sur le fonds de développement de la vie associative, a accompagné plusieurs associations, 2 ont obtenu un financement. La Maison des associations de Roubaix mobilisera ses compétences et son expertise pour la bonne réalisation de ses missions. Bien évidemment, nous partirons des besoins des associations pour construire le programme ensemble. Le coût de la mission s'élève à 2 000 € et avait été inscrit au BP 2022. Il vous est donc proposé d'approuver ce partenariat et d'autoriser la signature d'une convention avec la Maison des associations de Roubaix. Merci, Monsieur Malbranc. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de remarques? Bien, je mets au vote donc cette délibération sur ce joli partenariat et déjà productif avec la Maison des associations de Roubaix, convention donc et autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Puisqu'il a tenu pour une délibération, je vais demander à Monsieur Malbranc de bien vouloir porter la suivante qui concerne la modification de la charte de l'aide municipale aux associations, la modification du barème de calcul à compter de 2022, donc l'approbation donc et l'abrogation des délibérations 16-20 du 21 mars 2016 et 18-14 du 31 mars 2018. Merci, Monsieur le maire. D'abord, je vais profiter de la présentation de cette délibération pour remercier toutes les associations qui ont contribué au succès de la balade artistique qui était sur le sujet de la délibération, qui était sur la culture participative. Remercier également les élus qui ont été acteurs de ce projet et bien sûr tous ceux qui sont venus assister à cet événement et rassurer Monsieur Rotsar, je pense que sur cet événement, la nature a été respectée, on y a fortement contribué, on y a beaucoup travaillé. La ville souhaite valoriser les actions de culture participative qui sont menées en partenariat avec les associations lersoises et organisées dans le cadre de manifestations futures pilotées par la structure porteuse du projet Lille 3000. Dans ce cadre, les associations lersoises qui le souhaitent sont invitées à s'inscrire dans le programme de ces manifestations et à ce titre pourraient désormais bénéficier d'une participation aux fêtes locales. Définie dans la charte
de l'aide municipale aux associations et dans le barème annuel permettant de calculer le montant des subventions. Il vous est en conséquence proposé, d'une part, de modifier la charte adoptée par délibération numéro 16-20 du 21 mars 2016 en ajoutant la participation aux activités de culture participative menées dans le cadre du projet L'Île 3000 à la liste des fêtes locales ouvrant droit à l'octroi d'une subvention conditionnelle. D'autre part, d'ajouter ces manifestations au barème adopté par délibération numéro 18-14 du 31 mars 2018. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques, Monsieur Rotsar? Oui. Juste une remarque. Pourquoi on peut pas indiquer au lieu de mettre dans le cadre du projet L'Île 3000, on pourrait pas mettre 2 projets métropolitains et régionaux? Ça permettrait d'être plus large et de pas devoir à chaque fois repasser en délibération. C'est une question. Est-ce que c'est une demande du payeur? Est-ce que c'est une demande de... Non, c'est pas une demande. Je te laisse répondre, David. Faut couper. Donc, pour répondre à la question, on aurait pu. Après, on a souhaité aussi l'inscrire par rapport à l'événement L'Île 3000, Utopia cette fois-ci, mais sur L'Île 3000. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur un renouvellement de projet régulier puisqu'on est sur les 3 ans. C'est la raison pour laquelle on l'a mis sur une périodicité à 3 ans. Merci, messieurs. Plus d'autres questions? Ah, pardon, Madame Van der Merch, allez-y. Alors, Monsieur Malbranck, le groupe Vitaliser l'Air demande depuis plusieurs années un travail de fond sur le mode de calcul des subventions municipales. Celui-ci devra permettre une mise à jour des critères, des pondérations, des points pour une meilleure valorisation des actions culturelles et sociales de ces acteurs essentiels à la ville hersoise que sont ces nombreuses associations. Rappelons par exemple que pour obtenir un montant nécessaire à son fonctionnement, l'association d'entraide scolaire a dû être sortie de ce mode de calcul général pour être associée au budget du CCAS, dont les actions sont censées viser un public cible particulier. Si nous validons la mesure d'ajustement proposée ce soir pour intégrer de nouvelles manifestations au tableau des subventions exceptionnelles, nous tenons à rappeler qu'elle ne répond en aucune mesure à une ambition de travail de fond qui ne doit par conséquent pas être oubliée. Merci. Merci. Alors, ok, bien sûr, on entend votre remarque sur le sujet des subventions. On est là dans le cadre d'un sujet bien particulier, donc je pense que c'est pas la réponse n'a pas lieu d'être à cet instant-là. On en parle à chaque fois en budget, n'est-ce pas? Une remarque, justement. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Elle est notée, elle est entendue. Par contre, je tiens à m'opposer complètement sur ce que vous avez dit sur l'entraide scolaire. Si on a souhaité modifier le positionnement de l'entraide scolaire, c'est pour qu'elle fasse partie des associations qui soient reconnues au même titre que quelques autres qui sont spécifiquement mis en avant au niveau du CCAS. C'est uniquement ça qui nous a guidés pour information. C'est pour qu'elles aient une vraie reconnaissance de leur action purement sociale, comme le comité d'entraide et comme quelques autres, comme le LERS activité d'épanage. C'est ça qui nous a guidés, c'est pas l'aspect financier qui était le guide de cette volonté qu'ils soient reconnus au même titre que les autres associations. Voilà, pour répondre à la question. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Bien, je mets au vote cette modification de la charte de l'aide municipale aux associations et modification du barème de calcul à compter de 2022, approbation et donc abrogation des délibérations. Je ne vais pas vous les relire, vous les avez lus. Y a-t-il... pardon, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et puisque jusque-là, il n'a toujours pas éternué, je redonne une dernière fois la parole à Monsieur Malbranck. La solution est peut-être sur le fait qu'il faut que je parle sans arrêt. Message reçu.
La ville de Lers est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de démocratie participative, à travers le conseil municipal des jeunes, la question participative dans le Lers Info notamment. Encore cette année, la ville a choisi de renforcer le développement de la démocratie participative avec la création d'un conseil senior ou la mise en place d'une concertation pour l'aménagement du centre-ville. La commission Art, Culture, Vie locale et Citoyenneté a travaillé depuis plusieurs mois à la mise en place d'un budget participatif, dispositif qui permet aux habitants de proposer des projets d'intérêt général qui, après étude de faisabilité, sont soumis au vote des citoyens. Cette commission, Art, Culture, Vie locale et Citoyenneté, s'est réunie à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2022 et a travaillé à l'élaboration d'une charte afin d'établir le fonctionnement du budget participatif de Lers. Un grand merci aux membres de la commission, dont notamment à ceux qui ont travaillé sur un temps de réflexion préalable avant le travail en commission. Cette charte prévoit notamment que tout Lersois âgé de 12 ans ou plus peut déposer un projet. Ces projets visent à améliorer le cadre de vie pour l'intérêt général et le bien vivre ensemble. La phase de dépôt des projets sera suffisamment longue pour avoir le temps de toucher le plus de Lersois possible. Pendant ce délai, des ateliers seront proposés aux Lersois pour les aider à élaborer leurs projets afin de permettre à tous d'y participer. Ensuite, la recevabilité des projets sera examinée pour vérifier qu'ils répondent bien aux conditions fixées par la charte. Puis, leur faisabilité sera étudiée par les services municipaux. Enfin, les projets feront l'objet d'un vote par les habitants qui désigneront les projets qu'ils souhaiteront voir réalisés. Les projets ayant reçu le plus de suffrages seront réalisés par la ville dans la limite de l'enveloppe budgétaire prévue. J'ai oublié de dire aussi que sur la commission, on a accueilli aussi la chargée de mission, la nouvelle chargée de mission, notamment autour de la démarche participative, qui nous a apporté son regard d'experte. Chaque année, une campagne sera lancée pour recueillir les projets des Lersois et leur permettre de désigner les projets qu'ils souhaitent voir réalisés. Le budget voté en 2022 pour cette action s'élève à 10 000 €. Il vous est donc proposé d'approuver la charte relative à la création d'un budget participatif. Bon, je ne vais pas la relire, je pense que vous l'avez. Alors certains l'ont plus que lu puisqu'ils l'ont travaillé et d'autres ont pu la lire ces derniers jours. Bien, merci. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet-là? Pas de remarques? Pas de... Monsieur Rotsar. Le fait d'avoir mis les noms des conseillers municipaux dans la charte, ça veut dire qu'on va devoir revoter la charte à chaque fois qu'on change les conseillers. Monsieur Malbanque. Alors, on l'a fait volontairement. C'est-à-dire, ça a été parce que ça a été une des réflexions. Hein. Donc, il faut savoir qu'on est sur un premier exercice. Donc, de toute façon, il y a d'autres articles qui devront être retravaillés en fin d'année. Et il faut savoir que cette instance qui cette année pilote le budget participatif évoluera, puisque l'idée c'est de l'ouvrir aux habitants. Alors, plus que les élus, parce que les élus sont forcément habitants, mais de l'ouvrir davantage. Donc volontairement, de toute façon, nous savions qu'il faudrait la retravailler dans l'année. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité valoriser aussi les personnes qui ont travaillé sur la charte et qui travaillent sur le comité, sur le budget participatif cette année. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Je mets au vote donc cette délibération sur la démocratie participative et donc le budget participatif, la charte et donc son approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, délibération suivante, micro-signalisation commerciale, renouvellement de la convention avec SICOM, autorisation de signature. La parole est à Monsieur Lomaillet. Bien, nous avons conclu en 2017 une convention d'occupation domaniale avec l'entreprise SICOM, leur permettant l'installation et l'exploitation de mobilier urbain de micro-signalisation. La convention d'une durée de 5 ans prend fin le 30 septembre 2022 et l'entreprise nous sollicite pour la renouveler. Dans la nouvelle version qui vous est présentée, il y a une nouveauté au niveau de la contrepartie accordée.
En effet, en plus de la redevance de 10 € par an et par latte commercialisée, l'entreprise SICOM mettra à la disposition de la commune un nombre de lattes égal à 100% du nombre de lattes commercialisées auprès des commerçants afin d'indiquer des bâtiments, parkings ou divers espaces communaux. Dans la convention précédente, la ville disposait d'un quota de 50%. Donc on est passé de 50 à 100%, on l'a doublé. De plus, le nombre de lattes est à considérer comme un crédit. La ville pourra choisir des lattes permanentes, mais aussi d'autres mobiliers, à savoir des totems d'entrée de ville, des panneaux d'affichage public, des lattes temporaires pour signaler une manifestation. Les autres conditions de la convention demeurent inchangées, notamment la durée du contrat est de 5 ans, validation par la commune sur les emplacements du mobilier et aussi un devoir d'entretien, de nettoyage et de maintenance du mobilier au moins une fois par mois par SICOM. Voilà ce que je voulais vous présenter, monsieur le maire. Merci, monsieur Lomaillet. Alors, vous voyez que vous devez avoir sur table que on modifie très légèrement l'article unique parce que je vous demande de bien vouloir accepter qu'on ajoute monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la signer dans l'article unique. Je ne sais pas pourquoi j'avais exclu monsieur Lomaillet, mais bon, après tout, comme il a bien présenté la délib, on va accepter de le mettre sur cet article unique et de pouvoir la signer. C'est un oubli, donc ça a été notifié, je pense que vous l'avez sur table et que vous en serez d'accord. Et pour être tout à fait perfectionniste, sachez que pour la rédaction de ces délibérations, je suis entouré par un groupe très efficace, mais de femmes. Et donc, la dernière ligne de l'article 4, qui a été relue pourtant par ces dames, mais c'est normal, elles ont dit assuré par la pétitionnaire, et bien évidemment qu'il faut remettre un masculin, n'est-ce pas, mesdames? Même si la règle ne va pas rester longtemps, le masculin l'emporte là, je pense. Donc, vous accepterez aussi de remettre le pétitionnaire, qui est le dernier, toute dernière ligne, le dernier mot, enfin, l'avant-dernier mot de l'article 4. Donc, hormis ces deux petits sujets, un complètement anecdotique et l'autre un peu plus important, parce qu'il est normal que l'adjoint puisse avoir forcément droit au chapitre sur cette délibération, enfin, sur cette convention, pardon. Alors, y a-t-il des questions, des remarques sur cette convention? Monsieur Bourgois. Alors, concernant ce projet, nous voulons juste savoir s'il s'agit là d'une action pour soutenir le commerce local, pour générer une visibilité du patrimoine communal, ou plus prosaïquement encore, pour générer des recettes pour la commune. Sur le premier sujet, aide au commerce, qui concerne davantage Vitaliser l'Hers, quel retour avons-nous de l'union commerciale sur l'efficacité des panneaux actuels? Sans retour fiable à exploiter, nous pouvons en effet craindre qu'ils servent davantage à grande distribution que nos petits commerçants. C'est tout. On n'a pas eu le temps d'en discuter en commission de ce sujet. C'est pour ça que je me permets de... Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non, monsieur Lomaillet, je vous laisse répondre. Moi, je sais que cette signature... Je sais que cette signature aide beaucoup au commerce local, ne serait-ce que pour accéder à leur bâtiment, leur commercial. Il y a aussi derrière une volonté aussi de diffuser par leur parcours, par où les trouver. Et je vois actuellement, il y a quand même le SICOM qui intervient auprès d'eux. Et, ils ont fait un effort pour la signalétique. Hein. On était de 54 lattes, on est passé quand même à 108. Ça va doubler et c'est pour ça que si le font, c'est que les commerçants ils ont un retour derrière. J'en suis persuadé. Ok. Et ça aussi aide aussi pour nos signalétiques aussi pour nous la ville. En partie aussi. Comme on fait dans les autres villes. Merci Monsieur Lomaillet. Juste, si je peux me permettre de compléter, il est quand même très difficile de jauger pour un commerçant de savoir si effectivement c'est telle lame, les lames qui ont été mises à tel endroit lui rapportent des clients supplémentaires ou pas. Moi, je suis incapable de le dire. Je pense que aussi, premièrement. Donc, jauger ça très précisément. Par contre, ce qui me rassure, c'est qu'ils souhaitent toujours y adhérer. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut, en tout cas, mettre en avant. Et comme vous savez comme moi que tout ce qui est publicité, en tout cas affichage, en avoir une fiabilité du taux de retour, ça me paraît difficile. Donc,
pour nous, le meilleur juge de paix, c'est que ce SICOM renouvelle la convention. Donc, c'est qu'il y trouve un intérêt, c'est que donc il a des clients, soyons très clairs, et que s'il a des clients, c'est tant mieux parce que ça profite à nos commerces. Et indirectement, ça permet le fléchage, ça permet l'orientation. Et je vous rassure, c'est pas une opération financière parce que nous, ça nous ramène des lames gratuites et un peu de participation. Mais c'est pas ça, vous le savez bien, qui fait vivre la ville de Lers. Je pense que c'est avant tout de l'indication pour les gens qui viennent dans la commune et un plus pour nos commerçants et aussi pour l'indication de nos différents éléments communaux. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Non. Je mets au vote donc cette délibération sur la micro-signalisation commerciale, renouvellement de la convention avec SICOM, autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Avant-dernière délibération sur la restauration scolaire, la tarification, la mise en place d'un premier tarif à 1 € pour la restauration scolaire à destination des familles à revenus modestes à compter de la rentrée prochaine, donc la rentrée 2022-2023. La parole est à Monsieur Furnari. Merci, Monsieur le maire. L'État, dans le cadre de sa stratégie nationale de prévention, souhaite rendre la restauration scolaire encore plus accessible aux enfants les plus démunis. La mise en place d'une tarification sociale des cantines, la cantine à 1 €, est une mesure de lutte contre la pauvreté et participe à donner à chaque enfant les moyens de la réussite scolaire. La ville pratique, quant à elle, une tarification sociale permettant aux familles les plus modestes de payer la moitié de la première tranche tarifaire, soit 1,02 € pour les enfants scolarisés en maternelle et 1,33 € pour ceux en primaire. La ville est éligible au dispositif mis en place par l'État, qui encourage l'instauration de cette tarification sociale par l'octroi de subventions pour une durée de 3 ans. Il vous est proposé de modifier le tarif à 1 €, que les familles lersoises les plus modestes accèdent à la restauration scolaire au tarif de 1 €, quel que soit le niveau scolaire. Y a-t-il des questions? Il avait tenu jusque-là, excusez-moi. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires sur ce sujet qui est évidemment important? Oui. Qui ne prête pas à rire, au contraire, c'est un... J'ai pas remis mon micro, pardon, c'est mieux comme ça. Donc, sur le sujet restauration scolaire, tarification, mise en place d'un premier tarif à 1 € pour la restauration scolaire à destination des familles à revenus modestes à compter de la prochaine rentrée 2022-2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette belle unanimité importante et utile. Dernière délibération de ce soir, mesure de responsabilisation prévue par l'article R511-13 du Code de l'éducation, convention d'accueil des élèves dans les services municipaux, autorisation de signature. La parole est à nouveau à Monsieur Furnari. Merci, Monsieur le maire. Le Code de l'éducation prévoit que des conventions peuvent être conclues entre établissements scolaires et des structures susceptibles d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. La finalité de ce dispositif est de faire participer les élèves, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelle ou de formation à des fins éducatives. Les objectifs poursuivis sont multiples. Éviter un processus de déscolarisation, permettre à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de ses actes, tant à l'égard de la victime que de la communauté éducative, aider l'élève à prendre conscience de ses potentialités, autoriser un processus de responsabilisation. Monsieur le principal du collège, Alphonse Daudet, a sollicité la ville pour que celle-ci puisse accueillir des élèves de son établissement dans le cadre de mesures de responsabilisation. L'élève pourra découvrir les activités des services municipaux et assister ou participer à l'exécution de leurs tâches.
en dehors des heures d'enseignement, sans excéder 3 heures par jour et 4 jours par semaine. Durant sa présence dans les services municipaux, l'élève demeure sous statut scolaire. Il vous est donc proposé d'approuver la signature des futures conventions d'accueil dans les services municipaux des élèves du collège Alphonse Daudet dans le cadre de l'organisation de mesures de responsabilisation. Merci. Y a-t-il des questions, y a-t-il des remarques sur ce sujet-là? Madame Van der Merch. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Furnari, c'est une action que nous saluons. Cependant, elle a ses limites, notamment liées au fait que les animateurs de la Maison des Jeunes soient, comme je viens de l'évoquer, davantage des animateurs que des travailleurs sociaux. Il faut en effet savoir distinguer ces métiers, leur nature, leurs conditions de mise en œuvre et leur savoir-faire. Néanmoins, ce projet a l'avantage de poser une première pierre, même minime, même expérimentale, d'une politique communale de prévention que Vitaliser l'Hers réclame depuis plusieurs années. En effet, depuis la fin des missions médiateurs de Médiacité, ce pan assurant le lien entre politique jeunesse et politique de sécurité a été complètement abandonné. Ils étaient cependant bien utiles l'été aux heures de fermeture des commerces ou aux abords du stade. Nous avons, dès le début, indiqué que la police municipale ne pouvait jouer ce rôle qui fait aujourd'hui défaut, notamment dans le traitement de la problématique du cœur de ville, sur laquelle ni la police municipale ni les animateurs de la Maison des Jeunes n'ont de prise. Espérons donc que cette action puisse faire prendre conscience aux techniciens municipaux et élus de la majorité que le métier de travailleur social est une compétence à part entière et que les actions de prévention sont à distinguer des actions d'animation de la jeunesse et de la verbalisation. Elle sera le meilleur gage d'un développement équilibré des actions d'insertion et d'apaisement. Merci. Merci. On répondra après. Madame Auchat. Juste une simple petite remarque plus sur la forme que sur le fond. Je voulais juste signaler que dans la convention, Alphonse Daudet était mal orthographié. Oui. Je vais vous faire une confidence. Ouais. C'est le collège qui l'a rédigé. Oui, en plus. C'est fort. Voilà. Ouais, il y a une coquille aussi au niveau de mon projet de délibération, il manque un peu. On est d'accord. Je suis d'accord. Mais autant je me permets de relever nos coquilles, quand c'est nous qui en faisons, là. Bon. Donc, je te laisse. Pardon, Monsieur Furnari, je vous laisse répondre à Madame Van der Merch. Alors, moi, je vais répondre sur la relation entre le collège et les services municipaux. Je ne parlerai pas en dehors sur le territoire lersois par rapport à la police municipale. C'est pas mon domaine. Là, c'est une première pierre, c'est une première convention. Il faut savoir que l'élève sera encadré par une personne éducative du collège. Il ne sera pas lâché dans la nature au niveau des services municipaux. C'est marqué dans la convention. Et ensuite, il n'y a pas que la Maison des Jeunes. Il y aura aussi les services municipaux, bien sûr, services techniques, services administratifs ou autres services extérieurs à la mairie. Donc ça, il faut le savoir. Et il est clair que 3 heures par jour, avec aussi un encadrement collège accompagné du personnel municipal. Ok, merci. Effectivement, ça ne concerne pas que la Maison des Jeunes, bien évidemment. En commission, c'est ce qui avait été évoqué en particulier. On avait évoqué... C'est un exemple. Oui, mais c'était plus la Maison des Jeunes qui avait été abordée au niveau de la commission que le reste de... Donc c'est pour ça qu'on a pris appui sur ça. En tout cas, vous l'avez vu au travers du document qui est là. Il n'est pas spécifique, il est au contraire ouvert. Et de toute façon, la volonté. Et encore une fois, je répète qu'on va nous servir, je veux dire, de receveur, de réceptacle, entre guillemets, plutôt, en fonction de ce que décidera l'équipe éducative. C'est eux qui aussi nous demanderont peut-être de le flécher, je vais dire n'importe quoi, vers les espaces verts, vers j'en sais rien. Enfin, je veux dire, on va être, nous, à l'écoute de ce que nous demandent les gens qui connaissent mieux le jeune, entre guillemets, en difficulté ou passagère ou peu importe, de pouvoir répondre à ce besoin pour que ça fasse œuvre utile au niveau, bien sûr, éducatif, avant tout au niveau du collège. Et si on peut être, nous, aidants là-dessus, c'est bien le but.
Notre but, c'est d'être aidant et de répondre à la sollicitation et qui nous satisfait du collège. Je ne répondrai pas sur l'aspect médiateur. C'est une ancienne histoire. Je vous rappelle quand même que ces médiateurs avaient certes une fonction, mais qui ne remplissaient pas beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui par la police municipale et de très loin. Et vous parlez des horaires, ils étaient là en horaire de journée, donc ils ne compensaient pas quand les commerces étaient fermés, je tiens à vous le préciser. Deuxièmement, et troisièmement, vous parlez de ce qui peut se passer, les incivilités qu'on peut rencontrer, notamment sur la gare de bus, etc. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus un travail de police municipale que de médiation, parce qu'on en arrive à à devoir faire certaines choses qui malheureusement vont au-delà de ce que sont capables de faire les médiateurs, même si je reconnais bien évidemment que les travailleurs sociaux et que la médiation est un vrai sujet, mais en tout cas qui ne correspond pas aux besoins dont on parle là. Voilà, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Non ? Bien, je mets au vote cette délibération sur les mesures de responsabilisation prévues par l'article R511-13 du Code de l'éducation, la convention donc d'accueil des élèves dans les services municipaux, autorisation de signature. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Bien, voilà qui clôt l'ordre du jour de notre conseil municipal de ce jeudi 2 juin. Je tiens à vous préciser que nous avons reçu une question diverse, en l'occurrence constituée de 3 questions de mémoire, mais qui nous est parvenue à 17h13 hier. Et au même titre qu'au dernier conseil municipal, pour une autre équipe d'opposition, nous n'avions pas accepté un débord d'horaire, je ne vois pas pourquoi on l'aurait accepté ce soir. Je pense qu'en toute équité, nous devons, et je rappellerai la jolie phrase latine, puisqu'on est là pour apprendre des choses, on a appris un nouveau mot, et puis on va revoir une citation latine que tout le monde, et qui avait été prononcée par Monsieur Johnston, absent ce soir, qui était dura lex sed lex, donc on applique la loi, on l'a appliquée pour un groupe d'opposition qui n'avait pas respecté l'horaire, je ne vois pas pourquoi, et tout le monde sera d'accord, pourquoi on transigerait pour un autre groupe. Voilà qui va clore le conseil municipal de ce soir. Libre à vous de la reposer à la prochaine fois, en respectant l'horaire. Tant mieux s'il n'y a pas de sujet. S'il vous plaît, on essaie, quand il y a des questions diverses, on profite de faire tourner la signature. Donc vous ne partez pas avant d'avoir signé à Corinne qui va passer auprès de chacun d'entre vous pour signer les documents de ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes, un bel été. Un peu par avance, mais un bel été quand même. Et rendez-vous tout début octobre, j'ai plus la date. Le 6. Donc rendez-vous, prochain conseil municipal, le jeudi 6 octobre. Je répète, jeudi 6 octobre, prochain conseil. Merci à tous. Vous ne partez qu'après avoir signé, s'il vous plaît. Bonne soirée.